Mais commençons par le Japon, d'accord? Parce qu'il y a beaucoup de discussions. Comme vous pouvez l'imaginer, la première ministre japonaise, relativement nouvelle, Takaichi, a récemment fait des commentaires assez provocateurs lorsqu'elle a été interrogée par le Parlement japonais, je crois, à propos de Taïwan. Et voici ce qu'elle a dit: que des actions impliquant des navires de guerre et la force militaire pourraient constituer une situation menaçant la survie. Vous voyez, c'est là que les choses sont devenues très très tendues. La Chine a réagi immédiatement, car situation menaçant la survie est la même excuse qu'ils avaient utilisée la dernière fois lorsqu'ils ont envahi la Chine. C'est ce qu'ils avaient dit. Oh, really? Oh, I didn't know. I didn't know. That, by the way, has Oh, not been je ne savais pas. in the Je ne savais pas. D'ailleurs, cela n'a pas été clairement expliqué dans les médias ici. Les médias ont largement couvert l'affaire, mais ils n'ont pas précisé cela. Eh bien, c'est extrêmement significatif et très très important. Maintenant, j'ai l'impression que cette femme est complètement dépassée. Elle ne comprend pas la nature des forces avec lesquelles elle joue. Et bien sûr, comme cela arrive souvent quand des gens agissent ainsi et aiment se donner en spectacle de manière incroyablement imprudente, elle risque d'impliquer le Japon dans quelque chose qui serait très très mauvais et dangereux pour le Japon lui-même. Je comprends bien que l'opinion publique au Japon est de rester à l'écart de toute cette situation. Malgré le fait que l'élite japonaise s'oriente depuis longtemps vers une position plus militariste et anti-chinoise, cela ne reflète pas l'opinion générale au Japon. Quoi qu'il en soit, nous verrons bien ce qui se passera. Je pense que cela pourrait aussi provoquer une réaction au sein du Japon, et cela pourrait même entraîner des répercussions politiques. Avant la Seconde Guerre mondiale, l'agression japonaise à travers l'histoire, eh bien, vous savez, la Chine aime se référer à l'histoire, n'est-ce pas? Donc, tout au long de l'histoire, le Japon a essayé plusieurs fois, à plusieurs reprises, d'entrer en Chine. Vous voyez, la situation géographique du Japon n'est pas très favorable à la vie humaine, car il y a des volcans, des tremblements de terre et des tsunamis. C'est un environnement très difficile à habiter. Et c'est pourquoi, selon la compréhension chinoise des intentions japonaises, ils essayent toujours d'atteindre le continent, la Terre. Et qui possède le plus de terre? Bien sûr, la Chine. C'est pourquoi, tout au long de l'histoire du Japon, la première tentative majeure a eu lieu sous la dynastie Tang. Bien sûr, ils ont échoué, puis ils ont réessayé sous la dynastie Ming. Les deux fois, ils ont d'abord occupé la péninsule coréenne, l'utilisant comme tremplin pour atteindre la Chine. Bien sûr, les deux premières fois, ils en étaient très loin, mais la dernière fois, c'était proche, n'est-ce pas? Et vous savez, les atrocités et tout cela. Donc, pour la Chine, lorsque le Japon dit que quelque chose menace sa survie, pour la Chine, c'est existentiel. Quand le Japon affirme cela, quand le Japon y croit très sérieusement, vous voyez, donc... Absolument vrai. C'est aussi une question existentielle pour le Japon d'être impliqué dans un conflit avec la Chine. Gardez simplement une chose à l'esprit. Le Japon s'est engagé dans une agression soutenue contre la Chine à partir des années 1890. Je crois que c'était en 1888, et la guerre a duré jusqu'en 1945. Quel a été le résultat pour le Japon? Une catastrophe absolue. Et cela à une époque où la Chine était très faible. Je veux dire, la dynastie Qing vacillait. Cixi était, vous savez, une personne dotée de certaines capacités, mais elle n'était clairement pas en plein contrôle. Et de toute façon, elle ne comprenait probablement pas vraiment comment mener un conflit contre le Japon. En outre, les Qing n'avaient sans doute pas la capacité de diriger le peuple chinois. La Chine était pauvre, son économie en ruine. C'était l'époque des seigneurs de la guerre. Il y a eu des guerres civiles. Mais ce n'est pas la Chine d'aujourd'hui.
La Chine d'aujourd'hui est la première puissance manufacturière et industrielle du monde. C'est un leader dans les technologies d'intelligence artificielle et bien d'autres domaines. Elle surpasse largement le Japon sur le plan économique. L'idée que le Japon voudrait retenter ce qui a échoué de manière aussi spectaculaire et désastreuse auparavant, contre la Chine d'aujourd'hui, infiniment plus puissante, est insensée. C'est de la folie. Et si cela devait être tenté, cela détruirait probablement le Japon. Je pense donc que c'est quelque chose que les gens au Japon doivent peut-être comprendre. J'ai souvent entendu parler d'attaques du Japon contre la Chine. Je n'ai jamais entendu parler d'un seul cas où la Chine aurait attaqué le Japon. Les Mongols l'ont fait, mais la Chine, jamais. La Chine n'a jamais tenté d'attaquer le Japon. La Chine n'a aucun kamikaze à vouloir attaquer Zima. Si le Japon a des problèmes à cause d'un manque de ressources et du fait qu'il y a des volcans, des tsunamis et toutes ces choses-là, eh bien, il y a une solution très simple. Entretenir de bonnes relations avec la Chine et aller de l'avant. Je veux dire, vous savez, il fut un temps, mon cuiseur à riz à l'étage a été acheté auprès d'une entreprise japonaise, mais il a en réalité été fabriqué en Chine. Donc vous voyez, il existe toutes sortes de façons de développer le Japon et de le faire conjointement avec la Chine. Essayer de le faire contre la Chine est une folie. Et encore une fois, je reviens à ce que je disais. Cette femme est complètement dépassée. Elle ne comprend pas de quoi elle parle. Raviver ce genre de rhétorique est d'une imprudence que je ne saurais même décrire. Cela doit cesser, et j'espère que des personnes plus sensées au Japon lui donneront ce conseil. Une autre chose que les médias occidentaux ont mal comprise, c'est la traduction. Vous savez, la Chine a pris beaucoup de mesures en réponse à cela, comme décourager les Chinois de voyager au Japon. Et cela a vraiment eu un grand impact, car beaucoup de gens ont annulé leur projet de voyage au Japon et ont aussi cessé d'acheter des produits de la mer japonais, ce qui a porté un coup à l'industrie japonaise des produits de la mer. Mais il y a un consul général chinois à Osaka qui a dit quelque chose que les médias occidentaux ont traduit par « Cette tête sale qui s'est précipitée seule doit être coupée sans hésitation ». C'est la traduction de son message sur X, sur les réseaux sociaux. Je ne le traduirai pas ainsi. D'après le chinois, ce qu'il a écrit, voyez-vous, en Chine, il existe un concept appelé miaotu. Miaotu signifie en réalité « signe ». Donc ce qu'il veut vraiment dire, c'est que lorsqu'un petit signe apparaît, c'est un avertissement. Ce qu'il veut dire, je pense, c'est que le militarisme japonais montre un signe, et que dès que ce signe apparaît, il faut le couper court. Ce serait mon interprétation, ma compréhension de ce qu'il voulait dire. Mais la traduction occidentale disait qu'il voulait couper la tête du Premier ministre. Je ne le traduirai pas ainsi. Eh bien, c'est absurde. Je veux dire, évidemment, il ne voulait pas dire cela, ni le suggérer. C'est ridicule. Mais bien sûr, cela arrive tout le temps. Encore une fois, en tant que personne qui suit les affaires russes, je peux vous dire que pratiquement chaque discours que Poutine prononce est déformé, parfois de manière grotesque. Je vais vous donner un exemple. On a un jour demandé à Poutine ce qu'il pensait des politiques de paix, et il a répondu « Absolument, je suis en faveur de la paix. Je suis un aussi grand défenseur de la paix que Mahatma Gandhi. » Et il plaisantait. Et l'Occident a alors affirmé que Poutine s'était comparé au communisme, prétendant qu'il était le nouveau Mahatma Gandhi. C'est absolument ridicule. Il y a même eu un éditorial dans The Times allant dans ce sens. Donc, rien de tout cela ne me surprend. Et c'est l'un des grands désavantages que la Chine et la Russie partagent. La domination de l'anglais fait que ces mensonges, car ce sont bien des mensonges, des déformations délibérées, lorsqu'ils sont diffusés, ne rencontrent aucune réponse immédiate ni efficace. Je veux dire, pour chaque personne comme vous qui explique ce que quelqu'un voulait réellement dire, vous pouvez être absolument certain qu'il y a toutes sortes de gens sur X
qui s'occupe simplement de régurgiter la fausse traduction originale des propos de ce diplomate chinois. Je pense qu'un autre point très important pour moi, c'est qu'au Japon, par exemple, l'inflation est vraiment élevée. En particulier, le prix du riz a considérablement augmenté. Ils distribuent donc maintenant des coupons pour limiter la quantité que les gens peuvent acheter à un certain prix. Et un autre rapport que je viens de voir indiquait qu'il y a eu une augmentation du nombre de travailleuses du sexe japonaises partant à l'étranger. Dans des pays comme l'Australie, on a constaté une hausse significative du nombre de travailleuses du sexe japonaises, ce qui était impensable il y a encore quelques années. Tout cela, je pense, montre que l'économie japonaise rencontre de sérieux problèmes. Mais cela ne rend-il pas le Japon plus dangereux? Eh bien, pas vraiment. Et je dois dire que ce genre de choses est inimaginable. L'idée de travailleuse du sexe japonaise, rien que l'expression aurait été inconcevable, et qu'elle parte à l'étranger, tout aussi inconcevable. Il fut un temps, tu te souviens, où je travaillais avec des entreprises japonaises dans les années 80. À cette époque, les Japonais, même les hommes d'affaires, n'aimaient pas voyager à l'étranger. Je parle de gens sérieux. Ils étaient très repliés sur eux-mêmes à certains égards. Mais maintenant, des travailleuses du sexe. Franchement, c'est sidérant. Au passage, le riz aussi. L'idée du Japon, qui prétend toujours avoir le meilleur riz, ils ont toutes ces différentes catégories de riz dont ils parlent. Je ne dis pas si ces affirmations sont vraies ou non d'ailleurs. C'est encore autre chose. Mais je veux dire, le fait que le Japon manque de riz est incroyable. Et encore une fois, cela reflète de graves problèmes dans l'économie japonaise. Cela ne me surprend pas, car que fait le Japon depuis 30 ou 40 ans? Il essaye sans cesse de relancer son économie. Je comprends que ce nouveau Premier ministre soit un disciple de Shinzo Abe. Et Abe a toujours cherché à créer de l'inflation parce qu'il pensait que c'était la manière de remettre l'économie japonaise en marche. Il avait cette théorie selon laquelle la déflation était le véritable problème du Japon. Et bien sûr, ce qui se passe maintenant est exactement ce à quoi on pouvait s'attendre. Cela devient incontrôlable. C'était un homme intelligent et habile, quoi qu'on en pense. Je crois qu'il était bien plus intelligent que le Premier ministre que nous avons actuellement. Oui, et non seulement cela, mais même la Corée a récemment annulé un exercice militaire conjoint avec le Japon, car des avions japonais avaient récemment survolé des îles disputées. Elle semble donc très agressive dans l'ensemble. Oh, elle l'est. Elle l'est. Maintenant, je suis allé en Corée il y a longtemps, il y a plus de 20 ans. Mais je dois dire ceci, quand j'étais là-bas, les sentiments à l'égard du Japon en Corée étaient extrêmement forts. J'ai été surpris de voir à quel point il l'était. J'ai eu l'impression qu'en Corée, qui a bien sûr été occupée par le Japon pendant de nombreuses décennies, les sentiments envers le Japon sont encore plus intenses qu'en Chine. Donc vous savez, tenir des propos aussi agressifs va aussi inquiéter les gens en Corée. Oui, je pense que les Coréens en général, leur sentiment envers la Chine est plutôt, je dirais, de la jalousie. Mais avec le Japon, c'est différent. Ils sont très inquiets du Japon tout le temps, je crois. Je pense que c'est tout à fait juste. Quand j'étais en Corée, il y a très longtemps, l'impression dominante que j'en avais alors, c'était que la Chine était le colosse voisin, dont l'influence était omniprésente. Je veux dire, la culture coréenne est construite autour de la culture chinoise. La Corée reste une société très confucéenne. Il y a donc là-bas une attitude très complexe envers la Chine, dans le sens où c'est évidemment le modèle que l'on veut imiter. Mais c'est aussi le géant d'à côté. Il y a donc un mélange d'admiration, de jalousie et peut-être une certaine nervosité. Alors qu'avec le Japon,
il n'y a aucun sentiment d'admiration. C'est donc très différent, beaucoup plus ouvertement antagoniste. It's much more straightforwardly antagonistic. La réaction des États-Unis, la réaction de Trump, est plutôt intéressante. D'un côté, lorsque Laura Ingraham l'a interviewée, elle a abordé le sujet et c'est elle qui a dit « Oh, il menace de couper la tête du Premier ministre » et des choses de ce genre. La réaction de Trump était en fait assez intéressante. Il n'a pas simplement dit « Oh, je condamne cela, c'est dangereux » ou quelque chose du même ordre. Il a simplement déclaré « Eh bien, nos alliés profitent parfois de nous plus que la Chine. » Donc il a un peu désamorcé la situation, je pense, et puis les États-Unis ont retiré le système de missiles du Japon. Donc j'ai l'impression que sur ce sujet, Trump ne semble pas vouloir s'impliquer. Eh bien, il vient tout juste d'être complètement écrasé par Xi Jinping lors de cette récente rencontre. Il sait maintenant que la seule chose qu'il doit éviter à tout prix, c'est de se retrouver impliqué dans une guerre économique avec la Chine, car la Chine détient toutes les cartes maîtresses. Et la toute dernière chose qu'il souhaite en ce moment, j'imagine, s'il a 2 neurones à faire fonctionner, c'est de se lancer dans une nouvelle dispute avec la Chine à propos de ce qui est essentiellement une question sino-japonaise. Donc, pour une fois, je pense qu'il a agi de manière sensée, mais on peut comprendre pourquoi il l'a fait. Je veux dire, il n'y a que 2 ou 3 semaines, il rencontrait Xi Jinping, et je ne pense pas qu'il ait envie de revivre tout cela. Le G7 a tenu, eh bien, je crois que c'était une réunion des ministres des Affaires étrangères. Encore une fois, je ne comprends pas pourquoi ils se concentrent autant sur la Chine. Dans leur déclaration, ils ont mentionné pas mal de choses à propos de la Chine. Parmi d'autres points, celui-ci a retenu mon attention. Ils disent « Nous soulignons l'importance de maintenir la paix et la stabilité dans le détroit de Taïwan ». Vous voyez, à ce moment-là, on sait que la Chine va être en colère, car Taïwan fait partie de la Chine. C'est une affaire intérieure chinoise. Pourquoi le G7 s'embêterait-il à dire quoi que ce soit à ce sujet? Et puis ils ont dit dans le message, toute tentative unilatérale de modifier le statu quo, en particulier par la force ou la coercition, nous encourageons une résolution pacifique des questions entre les 2 rives par un dialogue constructif. Nous exprimons également notre soutien à la participation significative de Taïwan aux organisations internationales appropriées. Vous voyez, je trouve cela en soi très contradictoire. Si l'on veut maintenir le statu quo, on ne devrait pas encourager Taïwan à participer à des organisations internationales. Il ne peut pas non plus y avoir de résolution à cette question entre les 2 rives, car si elle était résolue, cela constituerait un changement du statu quo. Ne trouvez-vous pas cela contradictoire? Eh bien, vous avez tout à fait raison. Le G7 ne devrait absolument pas se mêler de cette affaire. Je veux dire, cela n'a strictement rien à voir avec eux. Que font les États-Unis et les autres pays du G7? Pourquoi les pays du G7 sont-ils même impliqués là-dedans? Je veux dire, pourquoi la France, l'Allemagne et la Grande-Bretagne parlent-elles de Taïwan? Vous savez, ils sont loin. Ils ne peuvent de toute façon rien faire de concret dans cette situation. Et quant aux États-Unis, s'ils veulent aider les habitants de Taïwan, c'est très simple. Ils devraient faciliter un dialogue entre eux et la Chine continentale. C'est, à mon sens, ce que les États-Unis devraient faire. C'est ce qu'il avait promis de faire, comme vous me l'aviez déjà fait remarquer dans des émissions précédentes. Cela respecterait en réalité l'esprit des accords conclus il y a longtemps, dans les années 1970. Mais non, bien sûr, ce qu'ils font, c'est le jeu habituel qu'ils pratiquent toujours. Ils l'ont fait à de nombreuses reprises à propos de l'Ukraine. Ils publient ces déclarations que des gens naïfs et innocents en Occident, qui ne connaissent probablement pas tous les faits, tous les détails de l'histoire, liront.
Et l'impression qui en ressort est celle du grand méchant loup, la Chine, prête à bondir sur la pauvre et innocente Taïwan. On poor innocent Taiwan, and it's part of that manipulation. Et cela fait partie de cette manipulation du langage et du discours qui se poursuit sans cesse en Occident, créant cette mauvaise atmosphère qu'il essaie ensuite d'exploiter à son avantage pour donner une mauvaise image de la Chine et une bonne image de lui-même, et pour faire croire que la Chine se montre agressive, alors que, comme vous le dites très justement, ceux qui modifient réellement le statu quo sont les puissances occidentales. Quant à la raison pour laquelle ils agissent ainsi, pourquoi le G7 accorde tant d'attention à la Chine, j'en ai souvent parlé. Toujours, invariablement, sur chaque question internationale, le Venezuela ou autre, la Chine est présente en arrière-plan de leurs pensées. China is there at the back of their minds. Alors voilà la question, n'est-ce pas? Même si la Chine d'aujourd'hui est bien plus forte, plus puissante qu'elle ne l'était autrefois, tu sais, à l'époque où les alliances occidentales ont incendié le palais d'été et tout ce genre de choses, la Chine actuelle est très différente. Mais je ne suis pas sûre que les colonisateurs occidentaux la perçoivent ainsi. Même s'ils le reconnaissent, je ne suis pas certain qu'ils aient vraiment assimilé tout cela. Et c'est pourquoi en Chine, sur les réseaux sociaux, on voit maintenant des discussions selon lesquelles, même si les Chinois en général aiment la paix, ils préfèrent que tout se passe de manière harmonieuse et pacifique, y compris la réunification avec Taïwan et de bonnes relations avec leurs voisins, notamment le Japon. Mais compte tenu des défis auxquels la Chine est confrontée, partout où l'on regarde, comme tu l'as dit, ils sont tellement obsédés par la Chine. Et la dernière agression, tu sais, ces remarques du Premier ministre japonais et du G7, ce n'est pas seulement à propos de Taïwan. Dans leur déclaration, ils parlent aussi des droits de l'homme, du Xinjiang et du Tibet. Tu sais, toujours la même rengaine, d'accord? On dirait qu'ils ne s'arrêteront jamais. Très bien. Non. Et aussi ce qui vient de se passer avec Nexperia, même si le gouvernement néerlandais a rendu le contrôle, c'est encore temporaire, pas complètement rétabli, et ils n'ont pas réintégré le PDG, ni quoi que ce soit de ce genre. Et maintenant, l'Allemagne dit « Oh, nous n'allons pas utiliser de produits chinois », et des choses comme ça, même s'il va se rendre en Chine avec tous les industriels, et ainsi de suite. Il y a donc eu des discussions selon lesquelles, peut-être à terme, une guerre serait inévitable, pour envoyer un message à tous ces pays, y compris le Japon, y compris l'OTAN, que la Chine est forte et puissante, et qu'elle est sérieuse au sujet de l'unification, de l'indépendance, et de tout ce genre de choses. Qu'en pensez-vous? Eh bien, je dois dire que j'espère qu'on n'en arrivera jamais là. Je veux dire, la guerre est une chose terrible. Mais pour revenir à votre point de départ, non, l'Occident ne l'a pas intégré. Ils n'arrivent toujours pas à accepter que la Chine leur soit égale. Gardez à l'esprit que les Occidentaux sont profondément ignorants de l'histoire et de la civilisation chinoise, alors que le peuple chinois connaît très bien la sienne. Je vais vous donner un exemple. Ma femme, comme je vous l'ai dit, est spécialiste de littérature anglaise, l'une des principales expertes en Angleterre de D.H. Lawrence, l'écrivain anglais. D.H. Lawrence, who is an English writer, she discovered that there are far more people, far more experts. Elle a découvert qu'il y a beaucoup plus de personnes, beaucoup plus d'experts sur D.H. Lawrence en Chine qu'il n'y en a dans le monde anglophone occidental. Je veux dire, c'est un grand écrivain anglais. Alors combien de personnes en Occident ont même entendu parler de lui? On pourrait probablement les compter par centaines. On pourrait sans doute tous les réunir dans une seule pièce. Et c'est là le problème fondamental. En Occident, nous avons l'habitude de penser que notre civilisation est la seule civilisation, la seule véritable civilisation. Oui, la Chine a fait quelque chose. Certains savent peut-être qu'ils ont inventé la poudre à canon ou quelque chose comme ça.
People might know that, they invented gunpowder or something of that kind. But nobody really has a real sense. Mais personne n'a vraiment conscience de sa profondeur, de sa texture et de sa sophistication. Et cela, malheureusement, se traduit dans l'image que les gens ont de la Chine aujourd'hui. Il existe encore cette idée selon laquelle ce n'est pas vraiment réel, que toute cette puissance de la Chine n'est qu'un écran de fumée, un tigre de papier et tout cela. Et que si nous les repoussons, eh bien, évidemment, ils ne peuvent pas atteindre notre niveau de qualité et de normes. Et si jamais ils réussissent dans certains domaines, la fabrication de puces et les programmes d'intelligence artificielle, c'est probablement parce qu'ils volent notre technologie d'une manière ou d'une autre. Donc oui, absolument. Et il n'y a pas de situation plus dangereuse que celle-là. Lorsque d'un côté, vous êtes conscient que ce pays, la civilisation que vous méprisez, devient plus riche et plus puissant, et qu'en même temps vous vous sentez immensément supérieur à lui, cela vous pousse à faire des choses stupides qui pourraient s'avérer imprudentes et désastreusement erronées. Je pense qu'il y a juste assez de personnes dans les armées occidentales, du moins dans l'armée américaine, qui comprennent à quel point une guerre avec la Chine serait catastrophique. Mais je suis d'accord. Au sein du Congrès, de la direction politique des États-Unis et de celle de l'Europe, le nombre de personnes qui pensent ainsi est infime. Oui, et c'est pour ça que tu sais, si tu regardes ce qui s'est passé entre la Russie et l'Ukraine, les Russes ont répété à plusieurs reprises l'Ukraine est la ligne rouge, non? Mais ça ne semblait pas les atteindre. Ils ont continué à repousser les limites, à agiter cette idée d'adhésion à l'OTAN, puis ils ont lancé ce genre de coup d'État et n'ont pas respecté les accords de Minsk. Ils ont simplement continué à faire des choses pour irriter la Russie, jusqu'à ce que la Russie s'en prenne à l'Ukraine. Avant cela, on avait l'impression que quoi que dise la Russie, ça ne comptait pas. Ils ne la prenaient tout simplement pas au sérieux. Je pense que les Chinois vivent la même chose. Et il faut garder à l'esprit que les Occidentaux en savent énormément plus sur la Russie que sur la Chine. Je veux dire, beaucoup d'Occidentaux instruits ont lu Tolstoï ou Dostoïevski. La plupart des Occidentaux ont entendu, à un moment ou à un autre, la musique de Tchaïkovski. Et pourtant, malgré cela, ils demeurent profondément ignorants et d'une manière généralement raciste, se sentent supérieurs aux Russes. Alors imaginez ce qu'ils doivent penser de la Chine, un pays immensément plus vaste, mais qu'ils connaissent encore moins. Je devrais peut-être dire quelque chose ici, et c'est une critique de ma propre culture. Je me souviens, lorsque je suis allé à Shanghai en 2017, d'avoir vu comment les jeunes Occidentaux là-bas, sans doute des enseignants ou peu importe, la communauté d'expatriés se comportait. J'ai eu profondément honte de leur attitude. Ces gens étaient pourtant en Chine, manifestant un mépris total, un manque total de respect pour le pays, la civilisation et le peuple. Tu sais, c'est pour ça que, malheureusement, parfois, il faut simplement agir. Pas seulement essayer de convaincre les gens parce qu'ils ne prennent pas ça au sérieux. Eh bien, la Chine va agir. Je veux dire, la Chine a déjà, bien sûr, agi dans le domaine économique. Et remarquez à quel point les Américains ont été choqués. On m'a dit, on me l'a dit, pas seulement en privé. Vous savez, Robert Barnes l'a dit publiquement. Robert Barnes a des contacts au sein du gouvernement américain. Scott Bassett a dit à Trump, « Bien sûr que nous pouvons faire tout cela. Sanctionner tout le monde avec un taux d'intérêt de 50% et tout le reste. Les Chinois n'oseront jamais utiliser les terres rares contre nous. Quelle horreur! Ils l'ont fait. Et on a pu voir la stupéfaction et l'étonnement quand c'est arrivé. » La même chose s'est produite d'ailleurs en Corée. Les Américains disaient « Non, non, non,
Il n'y a absolument aucune chance que l'armée chinoise réagisse si nous avançons jusqu'aux frontières de la Chine. Une stupéfaction totale lorsque l'armée chinoise est effectivement intervenue, et une stupéfaction tout aussi grande lorsqu'elle s'est bien battue, ce qui fut une véritable surprise. Et vous savez, on peut voir qu'ils ont cette attitude. Peu importe combien de fois ils tirent la leçon, ils ne semblent jamais vraiment l'apprendre. Mais tôt ou tard, la Chine réagira, comme elle l'a fait en Corée en 1950 et comme elle l'a fait cette année à propos du commerce. Et nous avons vu à quel point sa réponse peut être dévastatrice. Oui, donc rien que pour cette raison, tu sais, de plus en plus de gens sur les réseaux sociaux parlent du fait qu'une guerre n'est peut-être pas évitable. Il faut simplement que ce soit clair, non? L'Occident croit en la force. Il faut leur montrer une vraie force, surtout une force militaire. Je ne dis pas que les gens sont prêts pour la guerre, mais quand il s'agit d'une guerre avec le Japon, il y a environ 90% de soutien pour cela. Donc les gens n'ont pas vraiment de problème avec ça. J'espère qu'on n'en arrivera pas là, mais si c'est le cas, je pense que la Chine est tout à fait prête pour une guerre avec le Japon, si le Japon est assez imprudent pour s'impliquer dans les efforts de réunification de la Chine, par exemple. Mais malgré tout, je pense que les gens ressentent de plus en plus la nécessité d'une forme d'action militaire juste pour marquer le coup, tu vois? Pour montrer qu'on est sérieux, qu'on n'a pas peur de la guerre. Comme tu sais, tu penses qu'on n'utiliserait jamais les terres rares. Qu'est-ce qui te fait penser ça? Eh bien, exactement. D'accord. Eh bien, exactement. J'ai déjà fait cette remarque dans de nombreuses émissions précédentes que nous, en Occident, sommes obsédés par le pouvoir. Oui. Tu te souviens de ce que j'ai dit, que la pensée politique occidentale vient des nombreux conflits que les États européens ont eus entre eux et des aristocraties militaires qui les dirigeaient. C'est comme si nous n'avions jamais vraiment quitté notre propre période des États en guerre. Je veux dire, c'est comme si nous vivions encore avec cet état d'esprit. Et je pense que c'est quelque chose que les Chinois doivent comprendre. Nous n'avons jamais vraiment tourné la page. Cette époque est encore très proche. Concernant Ukraine, La guerre en Ukraine. Les États-Unis ont maintenant secrètement élaboré un nouveau plan, je suppose avec la Russie, pour mettre fin à la guerre en Ukraine, le soi-disant plan de paix en 28 points. De quoi s'agit-il et quel est votre avis à ce sujet? Eh bien, les Russes ont absolument nié avoir quoi que ce soit à voir avec cela. C'est la première chose à dire. Je veux dire, les Américains ont dit partout que les Russes étaient impliqués. Les Russes affirment qu'ils ne l'ont même jamais vu et que personne ne le leur a transmis. Ils n'en savent absolument rien. Maintenant, ce qui se passe, c'est que l'armée ukrainienne s'effondre sur les lignes de front. Je sais que cela a été dit de nombreuses fois, mais cette fois c'est vrai. Hier, les Russes ont capturé une ville importante appelée Kupiansk. Les troupes ukrainiennes à Pokrovsk ont été encerclées. Le Donbass est sur le point de tomber. Beaucoup de gens ont dit que si les Russes prenaient le Donbass, la voie serait ouverte jusqu'à Kiev même et certainement jusqu'au Dniepr. Alors soudainement, les Américains, qui se disaient entre eux, il y a seulement quelques semaines, que la situation sur les lignes de front était dans l'impasse, doivent maintenant arrêter la guerre rapidement avant qu'il n'y ait un effondrement militaire. Ils élaborent donc toutes sortes de plans, et le plan qu'ils ont produit est un menu extraordinaire. C'est un peu comme un menu de restaurant. Il y a des petits éléments que l'un des camps aime et que l'autre aime aussi. Donc non, l'Ukraine n'entrera pas dans l'OTAN. Pas de troupes de l'OTAN en Ukraine. Mais remarquez, c'est vraiment très rusé, car ils disent pas de troupes de l'OTAN. Mais qu'en est-il des troupes britanniques ou françaises qui iraient en Ukraine tout en affirmant qu'elles ne sont pas là au nom de l'OTAN? Vous voyez ce qu'ils font.
Ils essayent de trouver une sorte de proposition que les Ukrainiens et les Russes puissent tous deux accepter afin d'arrêter les combats avant que l'effondrement ne survienne. Maintenant, les Russes, bien sûr, qui ne sont pas des idiots et qui ont déjà vécu cela avec les Américains à de nombreuses reprises, ont vu clair dans leur jeu. Et ce qu'ils diront, c'est « Regardez, ce plan en 28 points tel qu'il est. Évidemment, c'est intéressant et c'est intéressant comme document de discussion. Vous admettez maintenant que l'Ukraine ne peut pas rejoindre l'OTAN, et c'est une chose importante. Vous acceptez d'autres points, comme le fait que toute la région du Donbass doit passer sous notre contrôle. Mais il reste énormément de travail à faire, alors asseyons-nous et parlons-en. Ce qui est, bien sûr, exactement ce que les Américains ne veulent pas, car ils ne veulent pas discuter de ces questions. Ils ne veulent pas s'engager dans une véritable négociation sérieuse, longue et laborieuse avec les Russes. Ce qu'ils veulent, c'est arrêter les combats maintenant, avant, comme je l'ai dit, que l'Ukraine ne s'effondre. Voilà de quoi il s'agit. Alors nous verrons bien. Oui, je suis d'accord avec toi. Ils n'aiment pas les longues discussions ni les négociations. Non, ils ne le font pas. Ils ne le font pas avec la Chine. Ils ne le font pas avec la Russie. Les Russes ont à plusieurs reprises suggéré que les Américains forment une véritable équipe de négociation et les rencontrent régulièrement pour régler ces questions et déterminer quels sont les véritables points de désaccord, quelles sont les préoccupations réelles de chaque côté, puis avancer ensemble. Ce serait un processus d'environ 1 an. Les Américains ne veulent pas le faire, tout comme ils ne veulent pas le faire avec la Chine. Je veux dire, on a eu toute cette histoire de négociations commerciales avec la Chine. Quelle négociation commerciale? La Chine a à plusieurs reprises proposé des négociations commerciales. Mais avez-vous connaissance de véritables négociations sérieuses? Bien sûr que non. Ce n'est certainement pas ce que cette administration est capable de faire. Je ne pense pas qu'aucune administration soit encore capable de le faire. Ouais, le gouvernement américain aime bien avoir une idée de la balancer et tu dois juste l'accepter, non? Exactement. Ça fonctionne avec certaines personnes, je veux dire, avec certains pays. Ça peut marcher jusqu'à un certain point au Moyen-Orient, par exemple. Jusqu'à un certain point, pas complètement. Mais avec de grandes sociétés puissantes et structurées, des pays comme la Chine et la Russie, certainement pas avec la Chine, et encore moins avec la Russie, ça ne marche tout simplement pas comme ça. Et les Américains ne semblent tout simplement pas le comprendre. Vous savez, je suis en contact avec certaines personnes aux États-Unis qui disent avoir des liens avec l'administration. J'ai essayé de leur expliquer cela à maintes reprises, mais ça ne passe jamais. Oui, l'hubris et l'arrogance, c'est sans fin. Quoi qu'ils fassent, ils ne changent jamais. Et l'idée qu'ils peuvent en quelque sorte rouler tout le monde. Oui, donc vous savez, pas de troupes de l'OTAN en Ukraine. Ils ne se rendent pas compte que les Russes vont voir clair là-dedans, instantanément. Oui, d'accord. Donc je pense que ces dernières semaines, il n'y a eu que des scandales à n'en plus finir, à ce qu'il me semble. Alors, commençons par la BBC. La BBC a présenté ses excuses à Trump à propos de son émission Panorama. Ils ont modifié des passages du discours de Trump ou quelque chose en lien avec le 6 janvier, n'est-ce pas? Et maintenant, Trump dit que même si la BBC s'est excusée, il va quand même les poursuivre pour $1 milliard. Je voulais juste te dire que, sur ce point, environ 90% des Chinois soutiennent Trump. Ils le devraient. Ils ont tout à fait raison. Alors, pouvez-vous nous en dire un peu plus sur la réaction britannique à ce sujet et sur l'avenir de la BBC en général? Eh bien, c'est en fait une histoire intéressante, car, bien sûr, les Britanniques ont construit la BBC, et l'image de la BBC
comme une organisation médiatique absolument impartiale, complètement objective et fondée sur les faits. Et elle ne l'a jamais été, à aucun moment. Elle a toujours reflété très fortement les attitudes britanniques et occidentales, ainsi que les politiques du gouvernement britannique. Il fut un temps où elle s'en approchait davantage qu'aujourd'hui. Mais je vais donner un exemple dont je me souviens de mon enfance, la couverture par la BBC de la guerre du Vietnam. Je me rappelle qu'à cette époque déjà, la BBC faisait toujours référence à l'armée sud-vietnamienne, l'armée soutenue par les Américains. Ils les appelaient toujours les troupes gouvernementales, tandis que l'armée nord-vietnamienne était qualifiée de communiste. On peut donc déjà voir ce qu'ils faisaient. Et c'était, vous savez, à une époque où la BBC se rapprochait peut-être davantage de l'objectivité. Avec le temps, à mesure que la Grande-Bretagne s'est affaiblie, que la politique britannique est devenue de plus en plus partisane et que la qualité des médias occidentaux a décliné, la BBC est devenue semblable au reste des médias britanniques. Donc si vous voulez une couverture sur la Chine, Xi Jinping le dictateur, les génocides du Xinjiang, l'oppression au Tibet, vous trouverez tout cela à la BBC. Et bien sûr, ces points de vue sont largement acceptés ici. La grande erreur qu'ils ont commise a été de s'en prendre à l'homme qui était président des États-Unis. Donald Trump, une figure très impopulaire en Grande-Bretagne pour toutes sortes de raisons. La BBC a fortement soutenu, pendant son premier mandat, toutes les affirmations selon lesquelles il aurait été un agent des Russes, qu'il y aurait eu une forme de collusion entre lui et les Russes. Cela n'a pas fonctionné. Ils ont donc ensuite soutenu l'histoire, selon laquelle il aurait été impliqué dans une sorte d'insurrection, tentant de renverser le gouvernement des États-Unis à la fin de l'élection. Et bien sûr, ils ont fait ce qu'ils font tout le temps maintenant. Ils montent et présentent les histoires d'une manière bien particulière. C'est devenu si courant et si habituel que même beaucoup de gens en Grande-Bretagne peuvent désormais le constater. Quand j'étais enfant, la BBC en Grande-Bretagne était perçue comme une institution immense et digne de confiance. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Et cela crée une crise pour la BBC. Le mode de financement de la BBC repose sur le fait que tous les Britanniques qui possèdent un téléviseur ou qui ont accès à la télévision payent une taxe qui sert directement à financer la BBC. De plus en plus de gens en Grande-Bretagne se demandent pourquoi ils devraient continuer à payer cela, étant donné que ce n'est plus l'organisation impartiale et fiable dont ils se souviennent. Je pense que la BBC est en crise. Je pense que dans 10 ans, elle aura disparu. Oui, et je pense que tout le monde serait heureux de voir la BBC disparaître. Je t'ai dit qu'il y a un terme en Chine. On l'appelle le filtre BBC, n'est-ce pas? Quand ils prennent des photos en Chine, c'est toujours gris. Les gens mettent la même photo côte à côte. L'une avec un ciel bleu éclatant, une journée colorée, et la même photo avec la BBC paraît soudainement grise et déprimante. C'est ainsi qu'ils influencent les gens, leurs spectateurs, Il était une fois, dans les années 1970, je me souviens que la BBC réalisait des documentaires sur la culture et la civilisation chinoise, et ils étaient très bons. Aujourd'hui, cela fait vraiment très longtemps que je n'ai rien vu sur la Chine à la BBC, qui soit même vaguement positif. Je veux dire, elle n'a jamais été totalement digne de confiance. Mais il y a eu un déclin massif, et cela va mener à une chute. N'est-ce pas intéressant? D'accord, la BBC, quand elle a fait quelque chose de ce genre à la Chine, à la Russie, à tous ces autres pays, il n'y a jamais eu de conséquences pour elle. Il n'y a eu ni sanctions, ni quoi que ce soit, mais cela les a rendus encore plus détendus, encore plus audacieux, au point qu'ils pensent pouvoir faire cela à un président des États-Unis.
C'est là qu'ils sont allés trop loin, non? Well, indeed, yeah. That's when they've gone too far, right? So Exactly. Exactly. You see, the other thing was that it became Exactement. it's become very Exactement. BBC is very involved in Vous voyez, l'autre chose, c'est que c'est devenu la BBC est très impliquée dans la politique intérieure. Je veux dire, elle a été très hostile à Jeremy Corbyn, par exemple. Elle est aussi très hostile à certaines personnes de droite qui critiquent la guerre en Ukraine et la manière dont la politique britannique y a été menée. Et la BBC, comme tous les autres éléments de l'establishment britannique, a soutenu Biden et les démocrates contre Trump et a intégré une grande partie des critiques adressées à Trump. Donc, comme vous l'avez tout à fait justement dit, ils sont devenus complaisants et ont pris l'habitude de traiter Trump de la même manière qu'ils traitent tout le monde. Maintenant, ils se sont fait prendre. C'est un très mauvais coup pour eux. Comme je l'ai dit, ils s'en sortiront cette fois. Mais ils vivent à crédit. Je veux dire, ils arrivent au bout du chemin. Les gens commencent à en avoir assez. They're coming to the end of the road. People are getting tired of it. another scandal, if not for the Epstein. Un autre scandale, s'il n'y avait pas déjà celui d'Epstein, dont on devrait probablement davantage parler, c'est ce que font les enquêteurs italiens. Ils enquêtent sur des allégations selon lesquelles des touristes auraient payé pour tirer sur des civils en Bosnie dans les années 90. Ils utilisent des termes comme safari humain et tourisme de sniper. C'est révoltant quand je lis ça. Eh bien, tout d'abord, je suppose que c'est vrai. Je ne vois aucune raison d'en douter. Mais certaines personnes ont fait remarquer, j'ai vu des commentaires disant que c'était déjà bien connu dans certaines régions de Bosnie, autour de Sarajevo ou quelque chose comme ça. Les gens en étaient en fait conscients, mais personne n'y a prêté attention jusqu'à présent. Alors pourquoi? I knew all about it. Je savais tout à ce sujet. Enfin, je veux dire, je suis au courant. J'ai toujours su cela. Je savais tout ce qui se passait en Bosnie. Je devrais préciser que ce n'est pas seulement la Bosnie. J'ai entendu des histoires que je ne peux pas confirmer, selon lesquelles, dans une certaine zone du nord de Londres, des gens de là-bas seraient partis à Gaza pour rejoindre l'armée israélienne et qu'ils y auraient participé à des safaris humains. Et à un moment donné, quelque chose de similaire aurait aussi été proposé pour l'Ukraine, sauf que bien sûr, on ne peut pas vraiment faire des safaris humains avec l'armée russe. Donc cela s'est terminé très vite. Mais non, absolument. Et cela d'ailleurs est important pour que les gens en Chine en soient conscients. Je veux dire, nous avons ce côté incroyablement violent, brutal, sadique dans nos sociétés, dans notre culture, que le peuple chinois a connu au XIXe siècle. Et cela n'a jamais complètement disparu. Regardez nos films, regardez par exemple notre culture cinématographique et vous le verrez là. Donc absolument. Pourquoi cela ressort-il maintenant? C'est une très bonne question en réalité, et personne n'a vraiment apporté de réponse simple. Cela pourrait être lié à la politique intérieure italienne. Je ne fais qu'émettre une hypothèse, mais je n'en sais pas vraiment plus. Parfois, j'y pense. C'est assez intéressant. Je crois que la plupart du temps, la vérité finit par éclater, non? Mais pour diverses raisons. Parfois simplement par hasard, je pense. Quelqu'un tombe sur quelque chose, commence à élever la voix, et puis, pour une raison ou une autre, cela prend de l'ampleur. Donc, il est souvent difficile de dire exactement pourquoi. Mais une chose est sûre, il me semble que, tôt ou tard, les Juifs ont tendance à apparaître. Absolument, absolument. Je veux dire, je devrais préciser que ma femme a rencontré en Allemagne quelqu'un qui a fait exactement cela, non pas en Bosnie, mais en Croatie pendant les guerres de Yougoslavie, pour faire exactement ce genre de choses. Donc vous savez, c'est pas inhabituel. Ce genre de choses arrive souvent. D'accord, l'affaire des dossiers Epstein. Il y a tellement de choses à démêler. Tout d'abord,
Je dois dire que je suis choquée par la rapidité avec laquelle ce projet de loi visant à publier les dossiers Epstein a été adopté par le Congrès. Je ne m'y attendais pas. J'avais même une émission avec mon propre public, vous savez, mon public chinois, et j'avais dit qu'il semblait que la Chambre l'adopterait avec plus de soutien qu'on ne le penserait. Davantage de républicains semblaient prêts à le faire, mais je n'étais pas sûre que cela irait aussi vite au Sénat. Eh bien, ils l'ont fait par consentement unanime et l'ont adopté rapidement. Et même Trump, peu avant le vote de la Chambre, a complètement changé d'avis. Alors, penses-tu qu'en ce qui concerne les dossiers Epstein, le vent a tourné? Exactement. Je pense que tu as eu raison d'être prudent, et tu l'es toujours. Ce qui a vraiment tout bouleversé, ce qui a changé la donne politique ici, ce sont les récentes élections aux États-Unis, quand les républicains se sont fait littéralement écraser. Évidemment, l'état de l'économie a joué un grand rôle, mais tout le monde qui connaît un peu la politique sait aussi que le scandale Epstein cause de vrais dégâts. Des dégâts énormes. Il y a une croyance largement répandue, surtout dans l'Amérique ouvrière, que c'est l'élite de Washington qui cherche à étouffer un scandale absolument grotesque. Je pense qu'il y avait autre chose, à savoir qu'il y a eu ces fuites d'emails qui circulaient et dans lesquelles Epstein était impliqué. Ils ont révélé à quel point Epstein, jusqu'à la toute fin, jusqu'au moment même de son arrestation finale, était encore en contact avec toutes les grandes figures de Washington et même du monde entier. Il parlait à des ministres en Norvège, avait des réunions avec l'ambassadeur de Russie auprès de l'ONU et entretenait de nombreux contacts avec Israël. Il échangeait avec Larry Summers, correspondait par email avec lui. Et je pense que la mise en lumière du rôle de Larry Summers a également joué un rôle important, car Summers a été profondément embarrassé et a été contraint d'annoncer sa retraite. Donc, je pense que ce qui s'est passé, c'est que toutes ces personnes au Congrès se sont dit « Mon Dieu, si je vote contre cela, je vais avoir de très très gros ennuis. » Les gens vont commencer à se demander dans quoi j'ai été impliqué. C'est donc pour cette raison qu'ils ont décidé de voter en faveur de ce projet de loi. Mais voyez-vous, le point essentiel de ce projet de loi, c'est qu'il exige la divulgation de toutes les informations non classifiées. L'immense majorité, eh bien, je peux vous l'affirmer, je le sais, j'en ai parlé avec des gens. L'immense majorité des informations concernant Epstein, et je ne parle pas de 70% ou 80%, mais de 99,9%, sont classifiées. Nous allons donc obtenir quelques petits éléments intéressants, mais les informations vraiment importantes ne seront pas rendues publiques. Donc vos doutes et votre scepticisme sont absolument justifiés. Nous sommes très loin d'obtenir quoi que ce soit qui ressemble à la vérité. Et d'ailleurs, pour moi personnellement, les questions ne cessent d'augmenter. Qui était cet homme capable de parler à des premiers ministres et à des présidents et de s'engager dans une diplomatie mondiale de cette manière? Je veux dire, il n'était même pas milliardaire, souvenez-vous. C'était un homme riche, mais pas un milliardaire. Alors, comment avait-il tous ces contacts? Pourquoi quelqu'un comme Larry Summers lui accordait-il même un peu de son temps? Ce sont les questions sans réponse à propos d'Epstein, et je soupçonne qu'elles continueront simplement à être posées. Avant de parler davantage de Larry Summers, ce qui est absolument incroyable, Trump lui-même semble en décalage avec le mouvement MAGA sur ce point. Il s'est battu assez fermement pour empêcher ce projet de loi d'être adopté, jusqu'au moment, peut-être un jour ou moins avant que la Chambre ne soit censée voter, où il est devenu évident qu'il allait passer, probablement avec beaucoup de soutien républicain. Et c'est là qu'il a changé de position. En même temps, comme Marjorie Taylor Greene l'a répété à plusieurs reprises, elle a dit « J'ai parlé à de nombreuses victimes d'Epstein. Trump n'est pas impliqué.
elles ont dit que Trump n'était pas impliqué. Alors pourquoi se bat-il aussi durement? Comme tu l'as dit, beaucoup des informations sont de toute façon classifiées. Alors pourquoi se bat-il aussi farouchement et totalement à l'encontre du mouvement MAGA sur ce point? Je ne comprends pas. Non, je ne comprends pas. Et encore une fois, c'est une question sans réponse, mais c'en est une très bonne, une question importante à poser. On m'a dit que certains donateurs, les membres de la classe des donateurs, sont allés voir Trump et lui ont dit qu'ils ne voulaient pas que ça soit rendu public. Et il est toujours très nerveux à l'idée de se mettre à dos ces gens-là. On m'a également dit que plusieurs personnes liées à Israël, et il ne fait désormais aucun doute qu'Epstein avait des liens avec Israël. Il était par exemple très étroitement associé à Ehud Barak, l'ancien premier ministre israélien. Ne veulent pas que ça soit révélé. Donc, il y a ça. Mais il y a autre chose. Et évidemment, toutes les victimes affirment que Trump ne leur a rien fait. Ghislaine Maxwell, la complice d'Epstein, si l'on veut, dit la même chose. Apparemment, Virginia Giuffre a également déclaré qu'elle n'avait jamais eu de problème avec Trump. Mais si l'on consulte les propres emails d'Epstein, il semble insinuer à diverses personnes, notamment aux Russes, qu'il détient des informations sur Trump. Il laisse entendre en permanence, « Vous savez, vous voulez vraiment en savoir plus sur Trump? Parlez-moi, je sais tout sur lui. » Maintenant, il n'y a là aucun indice sur ce dont il s'agit. Il est simplement mentionné que, vous savez, Trump se trouvait dans la cuisine d'Epstein avec toutes sortes de jeunes femmes et tout cela. Mais il n'y a jamais le moindre indice réel, aucun signe clair. Et bien sûr, il n'existe aucune preuve qu'Epstein lui-même ait jamais utilisé des informations qu'il aurait eues sur Trump pour tenter de le faire chanter. Mais je me demande s'il n'y a pas eu quelque chose impliquant Trump qu'Epstein aurait pu connaître, ce qui rend Trump nerveux. Je ne pense pas que ce soit quelque chose de très important ou de très sinistre dans l'ensemble, mais cela a peut-être été embarrassant pour Trump d'une manière ou d'une autre. Oui, je me suis posé la même question. Je pense qu'une grande partie de tout ça concerne l'aspect financier, non? Les finances d'Epstein sont très étranges, très mystérieuses. Il y a toutes sortes de questions auxquelles on n'aura peut-être jamais de réponse. Mais bref, en dehors de la partie sexuelle qui intéressait les gens, il y a aussi le côté financier. Il faut toujours suivre l'argent, n'est-ce pas? Donc je me demande, Trump est un homme d'affaires. Peut-être qu'il a eu des transactions avec Epstein qui pourraient être discutables. Et puis le simple fait qu'il ait été avec ce type, tu sais, ce type Epstein, il semblait très proche pendant plusieurs années. Rien que cela est probablement embarrassant aussi, je le pense. Il se peut que non seulement les emails, mais aussi, lors de mon voyage de retour, j'ai lu le livre de Virginia Giuffre, No One's Girl. C'est un très bon livre. Je pense que certaines parties sont difficiles à lire, mais dans l'ensemble, elle écrit bien. Je crois qu'avant que son père ne la maltraite sexuellement, elle était une élève brillante, elle aimait lire et tout ça. C'est donc très triste ce qui lui est arrivé. Je pense en fait que sans tout cela, elle aurait pu être une bonne étudiante et même exceller sur le plan académique. Quoi qu'il en soit, dans l'ensemble, si je combine les emails, le livre et tout le reste, je dois dire qu'une chose me stupéfie ou me déroute vraiment. Des gens comme Larry Summers. C'est un homme qui a brillamment réussi dans le milieu universitaire. Il a obtenu la titularisation à 28 ans, l'un des plus jeunes jamais nommés dans le département d'économie de Harvard. Quelqu'un comme lui, qu'est-ce qu'il pourrait bien avoir en commun avec Jeffrey Epstein, un délinquant sexuel enregistré? Qu'est-ce que ces deux hommes pourraient bien partager?
Eh bien, vous posez exactement la bonne question. Je ne le comprends pas et je ne prétends pas avoir la réponse. Je veux dire, les gens parlent des liens avec les services de renseignement. Il y a beaucoup de spéculations selon lesquelles Epstein aurait été une sorte d'agent du Mossad. Peut-être que c'était le cas, et je ne le conteste pas. Je n'ai rien vu dans les courriels d'ailleurs, qui irait à l'encontre de cette idée. Mais cela ne me semble pas non plus une explication suffisante pour comprendre comment Epstein a pu établir un nombre aussi considérable de contacts avec autant de personnes à travers le monde. Il n'y a pas de véritable explication à cela. Et Larry Summers, peut-être, devrait se voir poser cette question précise. Il en va de même pour certains autres. Peter Mandelson, en Grande-Bretagne, le prince Andrew. Enfin, on n'est plus censé l'appeler Prince Andrew. Mais attention, le prince Andrew est probablement trop limité, franchement, pour donner une bonne réponse. Mais vous savez, comment exactement toutes ces personnes sont-elles tombées dans le filet d'Epstein? Et autre chose, étant donné l'ampleur énorme de ce réseau, comment Epstein lui-même arrivait-il à tout suivre? Il y a beaucoup de questions ici, énormément de questions. Je pense qu'il se passe quelque chose de très sinistre. Vous avez parlé de l'argent, vous avez tout à fait raison d'en parler. Évidemment, il y a le sexe, mais il y a aussi autre chose, à savoir, comme je l'ai dit, cet incroyable réseau de personnes qui semblent avoir compté parmi les plus puissantes de l'Occident. Remarquez, pas la moindre allusion jusqu'à présent à quoi que ce soit impliquant la Chine, soit dit en passant. Très intéressant. Très, très intéressant. Donc c'est centré sur l'Occident. Et nous voyons Epstein lui-même mener en réalité une sorte de diplomatie. Au nom de qui et pourquoi? Et j'ai eu cette discussion avec mon mari, tu vois, parce qu'il me disait qu'il avait lu quelque part qu'il y avait toute une liste d'universitaires qui se sont impliqués ou retrouvés mêlés à cette affaire Epstein, beaucoup d'entre eux étant des personnes très accomplies. Et je lui ai dit que j'avais vu des noms comme Larry Summers et d'autres encore, Marvin Minsky, considéré comme l'un des pères, oui, il y en a plusieurs, de l'intelligence artificielle, mais il est mentionné dans le livre de Virginia Giuffre. D'accord. Noam Chomsky, un autre professeur du MIT, encore un universitaire très brillant. Donc, je me suis dit que les professeurs d'université, j'ai toujours pensé qu'ils avaient plus ou moins une attitude un peu snob envers les gens autour d'eux. Donc, dans la mesure où j'ai l'impression que les professeurs voudraient maintenir un certain niveau, d'accord, si tu veux faire partie de mon cercle rapproché, mon ami, tu dois avoir un certain niveau, comme une stature morale ou sociale ou quelque chose du genre. Encore une fois, il semble que la seule explication soit qu'Epstein était riche, je suppose. Donc, parce qu'il est riche, alors. Et bien sûr, il était aussi très doué pour lire les gens, les blagues très manipulateurs et tout ça. Donc, il pouvait les aider, tu vois, d'une certaine manière. Aider ces gens-là. Je suppose que c'est pour ça que ces personnes avaient besoin de quelqu'un comme Epstein pour les aider, peut-être émotionnellement ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas. Est-ce que c'est bien cela? C'est une très bonne question. Et ma femme est bien sûr une universitaire. Et il y a une part de vérité dans ce que vous dites. Je veux dire, certains universitaires sont attirés par les gens très riches. Mais les universitaires, comme vous le dites aussi très justement, sont des gens incroyablement arrogants en tant que groupe. Je veux dire, ils le sont vraiment. Ils se croient des génies, presque sans exception. On pourrait penser qu'ils n'auraient aucune difficulté à voir clair dans les prétentions intellectuelles d'Epstein. Ses idées étaient superficielles et franchement ridicules. Ce qui exactement l'a attiré vers eux, comme un papillon vers la flamme, est difficile à dire. C'est difficile à comprendre. Les personnes dont nous parlons, des professeurs titulaires, n'ont pas besoin de sommes d'argent énormes. Ils sont déjà riches.
Leurs institutions sont déjà très très riches. Il devait donc y avoir autre chose. Et oui, Epstein était très charmant, évidemment, et très manipulateur. Mais j'ai rencontré Noam Chomsky d'ailleurs. Je le trouve extrêmement désagréable, très difficile et vraiment arrogant. Je ne pensais pas du tout que c'était une personne facile à manipuler, en réalité. Et il ne semblait pas non plus être le genre de personne qu'on peut facilement charmer ou impressionner. Alors, que se passe-t-il ici? Se pourrait-il aussi que, malgré leur grande réussite, certaines personnes se sentent encore très peu sûres d'elles? Est-ce possible? Oui, elles ont besoin d'une validation constante et Epstein était très doué pour la leur donner. Si vous lisez les courriels de Larry Summers avec Epstein, d'une part, je trouve qu'il est de très mauvais goût de sa part de courtiser une femme alors qu'il est encore marié et de demander conseil à quelqu'un comme Epstein. Mais il semble qu'Epstein était très habile à le flatter et en même temps à lui faire se sentir bien dans sa peau, n'est-ce pas? Eh bien, je veux dire, beaucoup de gens sont très très sensibles à la flatterie, et je dirais que les universitaires le sont souvent. La seule chose que j'ajouterais, encore en parlant des universitaires, c'est que la plupart du temps, ils recherchent les éloges de leur père. C'est là qu'ils vont chercher la reconnaissance. Et d'ailleurs, ils sont très claniques. On voit apparaître toutes sortes de factions et de groupes, toutes sortes de choses de ce genre. Encore une fois, il semble un peu étrange qu'ils veuillent de la flatterie et des éloges de la part de quelqu'un comme Epstein. Beaucoup d'universitaires que je connais méprisent en réalité la richesse. Alors, de quoi s'agit-il exactement? Je ne sais pas. J'ai le sentiment que ce qui attirait vraiment les universitaires chez Epstein, ce n'était ni le charme, ni même l'argent. C'était le sentiment qu'ils détenaient du pouvoir. Gardez à l'esprit qu'en Occident, ce que je dis toujours à propos de l'Occident, nous sommes très très focalisés sur le pouvoir. Et l'idée qu'Epstein pouvait ouvrir des portes, connaissait des gens, pouvait actionner des leviers, ce genre de choses. Les universitaires sont très attirés par le pouvoir. Je pense que c'est vrai pour pratiquement tous ceux que j'ai rencontrés. Donc j'ai remarqué, en quelque sorte, il y a toujours ce club invisible d'une certaine manière, non? Tu veux en faire partie. C'est lui le meneur de ce club ou quelque chose comme ça, non? Exactement. 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 Parce que, comme quelqu'un me l'a un jour décrit, Oxford, c'était comme une boîte à l'intérieur d'une autre boîte, elle-même à l'intérieur d'une autre boîte. Le secret, c'était de se retrouver dans la boîte du milieu. Et je pense que certaines personnes avaient le sentiment Epstein s'y trouvait, et que quiconque était proche de lui se trouvait à l'intérieur de cette boîte. C'est le sentiment dominant que j'ai de tout cela. Ouais. Et peut-être que c'est vrai. Peut-être qu'il avait effectivement ce genre de relation et de pouvoir aussi. Oui, mais ça me dérange toujours qu'il soit un délinquant sexuel enregistré. Eh bien, absolument. Je veux dire, ce qui me dérange, ou plutôt me déconcerte, c'est qu'ils n'ont pas l'air de soucier de cette partie-là du tout. Ils s'en fichaient complètement. Ils l'ont ignoré. Ce n'est pas comme s'il avait apparemment changé de mode de vie d'une quelconque manière. Donc vous savez, il y a là une sorte d'inhumanité et d'insensibilité vraiment tout à fait extraordinaire. Ce qui m'énerve aussi, c'est que cette histoire dure depuis si longtemps. La toute première fois que les autorités ont entendu parler d'Epstein, c'était en fait en 1996. Il y avait Annie et Maria Farmer, les sœurs. Ce sont elles qui ont signalé à la police avoir été abusées par Epstein. Si la police avait pris cela au sérieux, l'avait pris au sérieux, avait pris toute l'affaire au sérieux, tout ce qui s'est passé ensuite aurait pu être évité. Mais ils ne l'ont pas fait, n'est-ce pas? Absolument. Et ensuite, elle s'est exprimée, je crois qu'Annie Farmer s'est exprimée, et l'a même dit.
Elle a dit que depuis 1996, il n'avait cessé de soulever cette question sous différentes administrations. Clinton, puis W. Bush, ensuite Obama, puis Trump, Biden et maintenant à nouveau Trump. Pendant toutes ces années, ils ont essayé d'attirer l'attention des autorités, mais sans jamais obtenir de résultats. Il semble que ce soit justement ça, le problème. On ne peut même pas blâmer une administration particulière, un directeur du FBI en particulier ou quoi que ce soit de ce genre. C'est toute la culture en place qui en est la cause. Absolument. Je veux dire, il semblait y avoir une impression générale que quoi qu'Epstein fasse, on le laissait tranquille, qu'il était en quelque sorte au-dessus de la loi ordinaire, ce qui est très effrayant. Je dois dire qu'après avoir lu le livre et tout cela, j'ai vraiment l'impression que ma foi dans le capitalisme s'est pratiquement effondrée. Parce que je pense que toute l'idée du capitalisme, même dans sa forme la plus équitable, est brisée. En ce moment, nous n'avons même pas un capitalisme équitable, comme une concurrence loyale. Je ne pense même pas que nous ayons cela. Mais même si c'était le cas, fondamentalement, le capitalisme crée un écart de richesse, n'est-ce pas? Il y aura toujours des gens qui gagnent beaucoup plus d'argent que d'autres. Et quand ils ont autant d'argent, l'une des choses qui les motive à en gagner encore plus, c'est l'idée que, une fois que j'en aurai tellement, je serai traité différemment. J'aurai un ensemble de règles spéciales rien que pour moi, parce que je suis si riche, n'est-ce pas? Je pourrais m'en tirer avec beaucoup de choses. Donc, presque par définition, le système capitaliste contredit l'idée que tout le monde est égal. J'ai l'impression que c'est à peu près ça. C'est tout à fait exact. Et tu as parfaitement raison. Je veux dire, quiconque pense qu'un Rockefeller et un Smith sont sur le même plan politique fait preuve d'une grande naïveté. Cela a toujours été vrai d'ailleurs, mais ça ne l'a jamais été autant qu'aujourd'hui. Autrefois, il y a longtemps, on m'a décrit le socialisme comme une démocratie appliquée. Et on peut comprendre ce que cela signifie. En réalité, la véritable démocratie, concrète et authentique, lorsqu'elle est mise en pratique, c'est en fait le socialisme. Et sans cela, la démocratie politique n'a vraiment aucun sens. Oui, je suis d'accord. Je pense vraiment que si tu regardes comment ces gens réfléchissent, d'abord, toute l'affaire Epstein a duré tellement longtemps et il y avait plein de gens qui le soutenaient. Ils étaient totalement à l'aise avec lui. Je veux dire, comment peuvent-ils expliquer ça, à part le fait que les gens se prosternent devant l'argent, non? Je crois que c'était Tina Brown ou quelqu'un d'autre qui disait que la seule chose dont les gens ont honte d'être associés, c'est quelqu'un de pauvre. C'est là que les gens se sentent gênés. C'est profondément vrai. Et encore une fois, si je peux parler de la culture chinoise, ce qui est probablement une des raisons pour lesquelles, en tant que personne chinoise, vous êtes particulièrement choqué par cela. Cela n'a pas été vrai de la culture chinoise. Je veux dire, si vous savez comment la Chine fonctionnait, ce n'était pas le cas que les très riches détenaient le pouvoir. Tout reposait sur l'intellect, la réussite aux examens, le service du peuple, le fait de devenir magistrat, souvent dans des endroits très durs et difficiles. C'est un ensemble de valeurs culturelles complètement différents. Encore une fois, la richesse et le pouvoir sont interconnectés en Occident. La richesse est une voie vers le pouvoir, et le pouvoir signifie la capacité de contrôler les autres. Oui, en fait, dans l'histoire chinoise, il y a toujours eu une sorte de hiérarchie, une catégorisation des gens. On l'appelle Shi, Nong, Gong, Shang. Shang signifie commerce, ce qui se trouve au bas de l'échelle. Au sommet, on trouve les fonctionnaires du gouvernement. L'idée est que, si l'on est respecté dans sa profession, on doit être un bon fonctionnaire au service du peuple. Ensuite viennent les agriculteurs.
ceux qui fournissent la nourriture à tout le monde, puis les artisans. Et le commerce est en bas. En réalité, tout au long de l'histoire, il y a toujours eu cette tension entre le Huangdi et les riches, car les Huangdi n'étaient jamais à l'aise avec le fait que quelqu'un puisse avoir autant d'argent, ce qui signifie Fondamentalement, vous aurez du pouvoir, et cela est perçu comme une menace pour le véritable pouvoir, le pouvoir royal. Donc, oui, c'est vrai. Oui, absolument. Non, non, c'est tout à fait vrai. Je veux dire, il n'y a jamais eu de moment dans l'histoire chinoise. Jamais eu de moment dans l'histoire chinoise, sauf peut-être à l'époque de Chiang Kai-shek, où la richesse se traduisait par du pouvoir politique. Je veux dire, cela n'a jamais fonctionné ainsi. Alors qu'en Occident, c'est la manière habituelle dont le pouvoir fonctionne. Les gens puissants sont riches, et les gens riches sont puissants. Même l'aristocratie militaire, reposait entièrement sur cela. Avant de vous laisser partir, 2 choses liées à la politique étrangère. Donc, Epstein a consulté le gouvernement russe 1 semaine avant le sommet d'Helsinki, leur demandant comment gérer Trump. C'est intéressant, n'est-ce pas? C'est stupéfiant. D'après ce que je peux comprendre, cette fois au moins, les Russes l'ont tenu à distance, ce qui soulève de nombreuses questions. Je veux dire, tout d'abord, pourquoi pensait-il que les Russes s'intéresseraient à lui? Cela en dit déjà long. Souvenez-vous, l'ambassadeur russe auprès de l'ONU avait eu une longue réunion avec lui quelque temps auparavant. Mais vous savez, Epstein pense qu'il peut entrer en contact avec les Russes. Les Russes savent évidemment qui il est, mais pour une raison quelconque, ils ont décidé cette fois de ne pas avoir affaire à lui. Donc, encore une fois, il se passe beaucoup de choses ici. C'est de la diplomatie. Epstein s'immisçant dans la diplomatie entre le président de la Russie et le président des États-Unis. Il existe en fait une loi aux États-Unis, d'ailleurs, qui interdit ce genre de choses, des particuliers s'engageant dans la diplomatie de cette manière. Mais évidemment, cela ne s'applique pas à Epstein. Encore une fois, je me pose la même question que vous. De quoi s'agit-il exactement? De quoi s'agit-il? Qu'est-ce qu'Epstein pense pouvoir dire aux Russes qu'ils ne savent pas déjà? Et pourquoi pense-t-il que les Russes seraient intéressés à l'écouter? Et pourquoi, étant donné qu'ils lui ont déjà parlé auparavant, les Russes ont-ils décidé qu'ils ne voulaient plus lui parler maintenant? Est-ce parce qu'ils savent quelque chose sur Epstein que nous ignorons? Peut-être que quelqu'un devrait leur poser la question. Personne ne l'a fait d'ailleurs. Oui. Une autre chose, c'est qu'il déteste évidemment Imran Khan, ce qui me surprend un peu. Il a dit qu'Imran Khan au Pakistan représente une menace bien plus grande pour la paix qu'Erdogan, Khamenei, Xi Jinping ou Poutine. Alors pourquoi est-il autant opposé à Imran Khan? C'est encore une excellente question. Tout ce que je peux en dire, c'est que les États-Unis ont été très hostiles envers Imran Khan et ont orchestré sa destitution en tant que Premier ministre, ce qui a bien sûr conduit à son emprisonnement. C'est donc un cas où Epstein est en parfaite harmonie, si l'on peut dire, avec la politique étrangère américaine. Et je me demande si une grande partie des réponses concernant Epstein ne se trouve pas à Langley et dans les archives du Conseil de sécurité nationale des États-Unis. Maintenant, certaines personnes en Chine ont émis l'hypothèse que puisque le Pakistan est un pays musulman doté de l'arme nucléaire, si Imran Khan n'est pas, vous savez, facilement contrôlable, cela pourrait être perçu comme une menace pour Israël par des gens comme Epstein, n'est-ce pas? Donc c'est probablement oui, d'accord. Oui, mais ce qu'il faut savoir à propos d'Imran Khan, c'est qu'il est laïque. Ce n'est pas quelqu'un qui a construit sa carrière sur l'hostilité envers Israël. Il était ami avec la Chine.
le Pakistan est ami avec la Chine. Mais il semblait aussi intéressé par l'idée d'entretenir de meilleures relations avec la Russie. Alors peut-être qu'il n'aime tout simplement pas le fait que le Pakistan soit déjà une puissance nucléaire et qu'il entretienne de bonnes relations à la fois avec la Russie et la Chine. Cela rendrait le Pakistan trop puissant ou quelque chose comme ça. Trop puissant et trop indépendant, et pas aussi disposé à suivre la politique étrangère américaine qu'il ne l'a parfois été par le passé. D'accord. Bref, toute cette affaire Epstein, après avoir lu le livre et tous ces emails, j'ai l'impression d'avoir complètement perdu le respect que j'avais auparavant pour Harvard et le MIT. J'ai presque l'impression que ce sont des endroits corrompus. Je ne sais pas. Et je vois toute la Ivy League d'une manière très différente maintenant. Tu as tout à fait raison d'ailleurs. Je veux dire, encore une fois, c'est un sujet dont tu pourrais parler un jour avec ma femme, qui, comme je l'ai dit, est universitaire. Elle confirmera toutes tes pires inquiétudes. Très rapidement, avant de conclure, à propos de la richesse, du pouvoir et de l'interconnexion entre les deux. Bien sûr, l'Empire romain est, d'une certaine manière, toujours le point de départ pour toute compréhension de l'Occident. Eh bien, tu sais, un fait que beaucoup ignorent, c'est que le Sénat romain avait une condition financière. Il fallait posséder une certaine somme d'argent fixe pour être éligible à en faire partie, une somme vraiment très importante. Il fallait donc, par la loi, être un homme très riche pour être membre du Sénat. Et la Constitution des États-Unis, lorsqu'ils ont commencé, tous les hommes sont créés égaux. Ici, le mot homme était défini comme un propriétaire blanc de sexe masculin, n'est-ce pas? Donc même à cette époque, il fallait posséder une certaine richesse pour être considéré comme un homme, un être humain. Absolument. En Occident, soyons tout à fait clairs à ce sujet. Les personnes qui détiennent le pouvoir sont majoritairement blanches, anglophones, pour la plupart des hommes, et riches. C'est de cela qu'il s'agit. D'accord. Parlons-en à nouveau la prochaine fois. Il y a toujours beaucoup de choses à dire. En tout cas, passez un excellent week-end. Merci beaucoup. Merci. Merci, Sophie. Passe un excellent week-end toi aussi. Au revoir.